Bonsoir à tous, bienvenue dans la première émission d'LFNA TV de l'année 2023. Dans cette émission un peu spéciale, on va revenir sur les exploits des clubs néo-aquitains en Coupe de France cette saison. On va revenir sur le parcours héroïque des trois petits poussés en baisse, le FC Occitane et l'Entente Boët-Bonencontre. On écoutera également la secrétaire générale de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, Marie-Ange Hérault-Guillory. Et puis on vous proposera le best-of des finales de Coupe nationale de futsal qui ont lieu à Niort en fin d'année. LFNA TV numéro 71 spécial best-of Coupe de France. C'est parti. Et on souhaite évidemment à l'ensemble des clubs professionnels et amateurs de Nouvelle-Aquitaine une très bonne année 2023, espérant que vos objectifs seront atteints. On vous souhaite le meilleur et surtout la santé, bien évidemment. La Coupe de France, donc, avec le best-of de l'année 2022. On va tout d'abord vous rappeler le programme, puisqu'il y a encore 3 clubs néo-aquitains engagés en 32e de finale, 3 clubs professionnels avec les Girondins de Bordeaux, le Pau FC et Niort. Vous le voyez dans le groupe B, dans ces 32e de finale. Niort va devoir se déplacer sur le terrain de l'US Granville, club de National 2. Attention, danger, puisque le club normand est habitué des exploits en Coupe de France. Les Girondins de Bordeaux vont affronter un club de Ligue 1, ce sera le Stade Rennais. Et puis le Pau FC va jouer lui aussi un club de l'élite, ce sera le club de Montpellier. 3 matchs donc très intéressants pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine, Pau, Bordeaux et les Chamois niortais. On va rappeler les exploits des petits poussés de la région Nouvelle-Aquitaine. Et le premier petit poussé qui nous intéresse, c'est Ambès, qui était le petit poussé du 5e tour de cette édition 2022-2023. Grâce à Florian Sabatier, on vous rappelle un petit peu le dernier match de ce club d'Ambès, petit poussé du 5e tour. C'est un niveau au-dessus, ils ont sorti 2 R2. Ça va être une équipe avec beaucoup de qualité. J'ai eu des échos, ça va être une équipe très solide. Par contre, nous, très clairement, on a les armes pour les faire douter. Si on arrive à les faire douter, on l'a déjà vu sur les tours d'avant, si on arrive à les faire douter, c'est là qu'on va être dangereux. Plus de l'excitation que de la pression, je ne vais pas vous mentir. Pas de la pression, c'est... On reste joueur de Détroit, c'est pas à nous de l'avoir. Là, je vous parle en tant que joueur. Moi, si je vais rentrer sur le terrain, c'est pour tout donner. Si à la fin, on a fait le match qu'il fallait, qu'on perd, la logique aurait été respectée. Si on gagne, mais la magie sera encore là et ce sera exceptionnel. Après, en tant que président, je ne vais pas vous cacher que c'est un autre sentiment. C'est beaucoup de préparation. Il faut penser aux trucs d'après-match, voir pour l'école de foot, faire venir les enfants. C'est beaucoup d'organisation, c'est pour ça qu'on s'est organisé avec tout le bureau. C'est fait, c'est fini. Au moins, on a notre week-end tranquille. On peut penser dimanche à 13h, on se donne rendez-vous et point de barre. Mais après, en tant que joueur, non. En tant que joueur, c'est un match comme un autre. Nous, on a déjà tout gagné pour nous. On est au 5e tour pour nous. Là, on va vivre ça comme notre finale de Coupe de France, en fait. Mais pour nous, on a tout gagné. Il n'y a pas de pression à avoir. On est simple joueur de Détroit. La pression, s'il doit y en avoir une, c'est eux qui vont l'avoir. Puisqu'on joue quand même 3 niveaux en dessous. Eux, s'ils se font sortir par une D3, ça va être très mal vu de leur part. Donc à mon avis, nous, on ne jouera pas la peur au ventre. C'est plus eux qui vont jouer avec. Il ne faut pas qu'on change notre façon de jouer. Ce n'est pas parce que c'est une régionale qu'il faut qu'on change notre façon de jouer. Il faut qu'on soit présent dans l'impact. On ne doit rien leur laisser. Très clairement, on ne doit rien leur laisser. Je ne sais pas si vous avez vu des articles, ils veulent plier le match d'entrée. Si nous, on est costaud, si nous, on est fort, on va leur installer le doute. Comme on a installé le doute sur les tours précédents. On a les armes. Ça, il faut que vous vous mettez bien en tête. On a les armes de rivaliser contre une R3. Ça va être un match très costaud. Ça va être un match de guerrier. Il va falloir que tous, et quand je dis bien tous ensemble, il va falloir qu'on aille dans le même sens. Il va falloir qu'on soit costaud dans les têtes
il ne va pas falloir qu'on vrille. C'est pas à nous de vriller. La pression, c'est pas à nous de l'avoir. Nous, c'est magnifique ce qui nous arrive. On est au 5e tour. Une Détroit qui arrive au 5e tour, ça n'arrive pas des masses. On se tue sur le terrain. On se tue sur le terrain. Ok les gars? Début de ce 5e tour de Coupe de France entre le FC Ambès et le FC Jonzac Saint-Germain. Dans les 5 premières minutes, les visiteurs ont droit à un face-à-face avec le gardien que ce dernier parvient à remporter. On se rapproche des 10 premières minutes sur un bon ballon dans la profondeur. L'ailier jonzacais va enrouler sa frappe qui heurte la barre transversale. Quelques minutes plus tard, Jonzac insiste sur un jeu long. L'attaquant pique son ballon, mais il est stoppé irrégulièrement par le gardien. L'arbitre désigne sans contestation possible le pénalty. Nicolas Brossard se charge de la sentence et le transforme. 1-0 pour Jonzac. Mais le petit poussé Ambès ne désespère pas sur un long ballon. Teti Cambaro remet en retrait. Geoffrey Pérez tente de conclure, mais le gardien parvient à écarter le danger sur sa ligne. Sur une belle phase de jeu d'Ambès, Cédric Vassot est trouvé. Il arme sa frappe qui est déviée par l'ultime rempart. Quelques minutes plus tard, sur un ballon récupéré à hauteur de la surface, Julien Roro décale sur Cambaro, mais son piqué trouve le chemin du gardien. Nouvelle opportunité pour Ambès qui n'est pas loin de trouver le chemin défilé. Fin de cette première période où rien n'est encore fait. Au retour des vestiaires, le FC Ambès, qui s'appuie sur le soutien de son fervent public, va revenir dans le match à la 63e minute. Sur un petit piqué, Cédric Vassot trouve Cambaro qui fait parler son sang-froid dans la surface de vérité pour égaliser et enflammer le chaudron du petit poussé. Et dans les minutes qui suivent, sur un centre-tir côté droit, Jonzac trouve la meilleure par l'initiative de Thibaut Nenner. On se rapproche de la fin du temps réglementaire. Ambès va pousser jusqu'au bout, mais en vain. Fin de la rencontre, et c'est le FC Jonzac Saint-Germain qui se qualifie pour le 6e tour de la Coupe de France. Oui, parce qu'on sait que quand on joue une équipe qui est d'un niveau inférieur, forcément ça reste des matchs compliqués. Et l'objectif, même si c'est un petit peu par la petite porte, l'objectif c'est de passer. En termes de contenu par rapport aux joueurs, ça avait été fait sur les matchs d'avant quand on avait éliminé les équipes qui étaient au-dessus. Donc l'objectif est atteint contre une bonne équipe de 3e division qui nous a donné du fil à retordre et qui a rien lâché pendant les 95 minutes. On a vu qu'ils n'ont pas faibli, même sur la deuxième mi-temps, ils ont été dangereux jusqu'au bout. Très fier du groupe, de ce qu'a donné l'équipe pendant tout le long de ce parcours. Ça s'est joué un détail, il y a des semaines où ça a été de notre côté, mais là ça s'est pas penché de notre côté. Mais très honnêtement, j'ai rien à reprocher aux joueurs. On a fait le match qu'on devait faire. On était mené 1-0, on a réussi à revenir au score, on a eu des occasions où on pouvait mettre le deuxième, voire en première mi-temps, on pouvait nous prendre le score. Ça se joue sur ces détails, on va dire, et voilà, hein, ça s'est tourné vers eux. Après, ils ont très bien géré leur fin de match. Mais très honnêtement, j'ai très fier du groupe, très fier du groupe. Ça serait beau. Après, voilà, on avait la magie du petit poussé, comme on l'appelle. Ça aurait été beau de un petit peu grappiller 2-3 autres tours en plus. Voilà, ça fait vivre la ville, c'est un bel événement. Ça réunit la ville, c'est un bel événement. Donc après, comme on dit, la Coupe de France, de toute façon c'est le sport, soit on gagne, soit on perd. Aujourd'hui on a perdu, on a fait quand même un très beau parcours. Pour une petite ville comme Ambès, on a fait un très beau parcours et on est tous fiers de notre ville, de notre club. Ambès, donc, éliminé du 5e tour. Juste après Ambès, c'est le FC Occitane qui a pris le statut de petit poussé de la région Nouvelle-Aquitaine. Le FC Occitane qui a joué un match compliqué face à Merpin au 6e tour, mais qui a vécu un parcours incroyable dans cette Coupe de France. Là aussi, un coup d'œil dans le rétro avec toi, Mina Siri.
C'est tout un club, tout un village derrière le petit poussé Occitane FC évoluant en D1 qui veut continuer à marquer l'histoire de son club en recevant les Charentais de Merpin évoluant en R2 pour ce 6e tour de la Coupe de France. Nous sommes à Magny-Aigbourg pour ce 6e tour de Coupe de France. Voilà, on a le beau temps avec nous, c'est jour de fête, il faut se le dire. C'est un bonus ce 6e tour. Donc nous recevons le club de Merpin, Régional 2, nous sommes le petit poussé de la Ligue. Donc on va essayer de porter le plus haut et le plus bellement possible nos couleurs du football de campagne, sachant que le campagne c'est pas du tout péjoratif. Enfin on revendique malgré tout notre football de niveau district rural. Comme d'hab, il fait l'appel, donc appel, tranquille, sortez, vérifiez l'équipement et on re-rentre. On reste soi-même, on joue comme on sait faire. Il y a les copains, les copines, les mamans, les grands-parents, tout ce que vous voulez, toutes les familles. Il y a tout un département. Pour nous, d'accord? C'est blindé pour nous. On franchit la main courante, c'est pour nous. C'est parti ici du côté de Magny-Aigbourg pour une place pour le 7e tour de la Coupe de France. C'est Merpin par l'intermédiaire de son attaquant qui commence à inquiéter le gardien d'Occitane FC. Merpin met la pression sur une mauvaise compréhension de la défense des locaux. Le ballon est retourné aux adversaires, mais Lucas Raspienjas n'en profite pas. L'Occitane FC tente de réagir sur cette frappe lointaine, mais sans danger pour le gardien adverse. C'est sur corner, bien repris de la tête par Valentin Barré, que l'AS Merpin ouvre le score à la 27e minute. À peine l'engagement réalisé, c'est sur un cafouillage de la défense du petit poussé qu'en profite Arnaud Lopez pour marquer le but vide et permettre à l'AS Merpin de mener 2-0. Les Charentais laissent éclater leur joie car ils savent l'importance de ce deuxième but. Arnaud Declerc de l'Occitane FC essaye de forcer le destin sur une série de dribbles, mais sa frappe passe à côté du cadre. L'arbitre regarde sa montre et fait regagner les deux équipes au vestiaire avec un avantage de 2 buts pour l'AS Merpin. De retour des vestiaires, poussé par ses supporters, l'Occitane FC ne veut rien lâcher. Et sur ce coup franc, Dylan Minier, bien placé, l'arrête sans difficulté pour l'AS Merpin. C'est sur coup franc que les visiteurs trouvent une 3e fois le fond défilé par une excellente déviation de la tête de Loïc Vigeant et qui assure certainement la victoire face à une équipe d'Occitane FC qui ne démérite pas par son excellent parcours. Les locaux tentent de réagir pour sauver l'honneur et c'est Damien Surgé qui voit sa frappe passer juste à côté du poteau du gardien adverse. On est dans les dernières minutes de ce match. L'arbitre de la rencontre sanctionne Quentin Lassène pour ce tacle dangereux qui regagne les vestiaires et laisse son équipe à 10 contre 11. Et c'est fini ici, fin du temps réglementaire et le petit poussé Occitane FC peut être fier de son parcours et Merpin qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. Sur cette rencontre, il n'y a rien à dire, ils ont été plus forts que nous. On a essayé de faire notre jeu comme l'entraîneur l'avait dit, faire les compresses et tout. Ils ont été plus forts aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Après, niveau parcours, c'est la première fois qu'on arrive jusque là. On a fait rêver les supporters, les jeunes de notre club, l'équipe féminine par exemple. Et franchement, c'est énorme. On voulait essayer d'aller à Limoges. Dommage. C'est historique, hein? Oui, c'est historique. C'est la première fois que ça arrive parce qu'on n'a pas dépassé le 2e tour, je crois bien, il me semble. Du coup, déjà, on pensait pas arriver là, donc c'est énorme. Après, on fera la fête quand même. Bah écoutez, oui, je pense que c'est mérité cette victoire. On est en 2-0 assez vite. Grâce à un coup de pied arrêté, c'était leur force, mais du coup on en a fait notre force. Et du coup, écoutez, c'est historique, 7e tour, effectivement. Le groupe va bien, il le mérite, et félicitations à eux, ils rentrent dans l'histoire du club pour le 7e tour.
C'était un sujet signé de notre reporter Touamine Assiri. Et pour revenir sur ce parcours incroyable de la part du club de la Haute-Vienne, on est tout simplement dans LFNA TV ce soir avec le président du FC Occitane, c'est Philippe Dubreuil qui nous rejoint. Bonsoir Philippe. Bonsoir Benjamin. Meilleurs vœux, président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2023 au club? Eh bien, écoutez, meilleurs vœux à vous également, à toute équipe. On peut nous souhaiter de continuer sur la lancée de ce début de saison, puisqu'en fait, donc là, la trêve, nous sommes dans notre championnat régulier de D1, donc nous sommes premiers champions d'automne, donc nous sommes premiers de la poule. Voilà, après un parcours qu'on évoquera, j'imagine, un peu plus tard, un parcours de septembre à octobre, Coupe de France, qui a bien mis le club sur la rampe de lancement. Oui, on va l'évoquer dans un instant, ce super parcours de vos joueurs du FC Occitane en Coupe de France. Il y a deux cas de figure quand on fait un parcours héroïque en Coupe de France. On peut avoir derrière les jambes un peu lourdes et puis les esprits ailleurs en championnat. Vous, c'est l'inverse. Philippe, ça a amené une vraie dynamique au sein du groupe? Alors, je ne cache pas qu'on craignait quand même qu'il y ait un effet après Coupe de France, hein, ce qui est humain, légitime et qui se rencontre sur tous les clubs en fait. Bon, jusque-là, on a su gérer l'après-Coupe de France, puisqu'on a géré notre championnat de belle manière en fait, puisqu'on est premier de la poule. Donc on craignait par contre qu'il y ait une baisse de régime physique, psychologique. Pour l'instant, elle n'est pas arrivée. J'espère qu'elle ne viendra pas au cours de la saison, mais on a géré comme ça en effet. Et bravo à votre staff, à vos joueurs d'avoir su effectivement surfer là-dessus pour être premier champion d'automne, vous venez de le dire. On rappelle un petit peu le parcours, hein. Vous avez battu la JS Lafarge dans cette Coupe de France, 2 divisions au-dessus de vous. L'Entente sportive La Rochelle qui évoluait pourtant 3 divisions au-dessus. L'aventure s'est arrêtée contre Merpin. Quel souvenir, si je vous le pose la question là, instantanément, quel souvenir vous revient en tête, Philippe? Le souvenir, forcément, la victoire, c'est en tête du podium, c'est la victoire contre La Rochelle, puisqu'en fait, compte tenu de l'écart de niveau, Lafarge, c'est un club sur le département qu'on connaît, même si forcément il y a deux divisions d'écart, on n'évolue pas dans le même championnat, mais c'est un club qu'on connaît. Bon, La Rochelle, en plus, ça parle à tout le monde. Donc on était on était plutôt à recevoir un gros club et le faire de notre mieux possible. Donc on a mis tous les ingrédients contre La Rochelle, qu'on a gagné donc. Donc en tête du podium, c'est quand même la victoire contre La Rochelle, bien sûr. Et en tête des souvenirs, il y a le fait d'avoir déjà dignement représenté le district de la Haute-Vienne, évidemment. Mais quand on est petit poussé, que le record du club, c'est un 2e tour et que là, on atteint le 6e tour, je suppose qu'en tant que président, on doit être très fier. Bien sûr, très fier. Alors, un parcours en Coupe de France, c'est pas prémédité, puisque autant on peut préméditer des objectifs sur le championnat, autant en Coupe... et a fortiori en Coupe de France, on ne prémédite pas un parcours en Coupe de France. Donc, il est venu au fil de l'eau, on s'est pris au jeu. De telle manière, le premier objectif, c'était le premier objectif, après avoir passé les 2 premiers tours, on avait en ligne de mire le Graal pour tous les joueurs du district, c'est-à-dire les maillots de la Coupe de France, donc soit le 4e tour. Voilà, et puis après, l'objectif, après avoir passé ce 4e tour, il est devenu au fil de l'eau, on s'est mis en condition pour se donner tous les ingrédients pour faire de belles rencontres en fait et couronner de succès. Tout à fait. Mais enfin, clairement, c'était pas prémédité, c'est sûr. Qu'est-ce que ça a eu comme impact, Philippe? Racontez-nous d'un point de vue médiatique. Je suppose qu'il y a eu un petit peu de couverture supplémentaire sur l'actualité de votre club. Mais est-ce que ça a amené aussi de nouveaux licenciés? Est-ce que ça a amené des messages d'encouragement de la part des autres clubs de la Haute-Vienne? Racontez-nous un petit peu l'effervescence autour de votre club. Alors concrètement, oui, d'un point de vue médiatique, étant le dernier club du département,
on a eu une très belle couverture médiatique locale, bien sûr. On n'a pas fait la une de l'équipe, mais on a eu une très belle couverture médiatique locale. Donc on va pas bouder notre plaisir, hein. On l'a pris avec ferveur, cette couverture médiatique. En termes de nouveaux licenciés, alors sur l'école de foot, on a eu quelques entrées, mais enfin déjà les entrées étaient faites au mois d'octobre, on a eu quelques entrées supplémentaires. Enfin, ça a été tout bonus pour le club, bien sûr. Vis-à-vis également de nos institutionnels, hein, que ce soit les mairies au niveau communautaire, ça a également eu un impact puisque nos élus assistaient régulièrement aux rencontres et ont pu voir que ce club, avec les exploits qu'on a menés, avait toute la légitimité. C'est très important des clubs vis-à-vis des institutionnels. On le rappelle, vous êtes président Philippe Dubreuil. Forcément, il y a une donnée à prendre en compte quand on est président, c'est aussi le portefeuille. Je suppose que ça a amené aussi un petit peu de bas de laine, comme on dit, avec notamment ce rendez-vous à Maniac-Bourg le dimanche 16 octobre face à Merpin. Après des années compliquées marquées par le Covid, avoir un petit peu de recettes entrées et de buvettes, ça a dû faire du bien. Tout à fait. Alors les 3 rencontres évoquées, c'est-à-dire contre Limoges-Lafarge, La Rochelle et Merpin, c'était des rencontres à domicile. En plus, on a eu la chance d'avoir une météo favorable pour ces 3 week-ends. Bon, c'est toujours bon à prendre. Donc on a eu un fort engouement derrière nous. Clairement, les buvettes ont bien tourné. Donc ça a un impact de trésorerie dans un club, c'est clair, hein. Il faut s'avouer. Donc pour 2023, la première place, la trésorerie qui va mieux, tous les signaux sont au vert, Philippe. C'est ça, voilà. Il faut espérer que pour 2023, nous commençons cette année 2023 comme nous avons terminé cette année 2022. C'est tout ce qu'il faut nous souhaiter. Voilà, mais après, bon, c'est le sport, hein, c'est la compétition, et on a également des aléas, des blessures et autres. Enfin, il faut espérer de continuer sur cette rampe de lancement, absolument. Ça donne envie d'y goûter pour 2023, un petit 7e tour, un petit club professionnel, pourquoi pas? Alors, oui, bien sûr. Maintenant qu'on a goûté une fois, enfin que les joueurs y ont goûté une fois, et le club, bien sûr, y a goûté une fois, on se dit pourquoi pas l'année prochaine. Mais comme je vous disais, c'était pas prémédité. Alors, est-ce que ça serait prémédité pour la saison suivante? Je suis pas sûr, puisqu'en fait, il n'y a aucune garantie, quel que soit le niveau du club qu'on rencontre, dans les premiers tours notamment, et il n'y a aucune garantie. Mais c'est vrai que ça donne envie. Cette belle expérience donne envie de le renouveler, tout à fait. Pour reprendre un vocabulaire issu du cyclisme, attention, vous allez avoir une pancarte dans le dos maintenant, Philippe. Exactement, on va avoir une pancarte dans le dos. Bon, on le voit au quotidien, j'allais dire, contre nos adversaires de championnat, voilà, qui reçoivent l'Occitane et qui sont peut-être un peu plus motivés. Alors, de plus, de par notre classement, ça nous donne une pancarte un peu plus grande, comme vous le dites. Voilà, on entend quelques remarques, des fois tout à fait légitimes dans le jeu vis-à-vis de l'Occitane, qui a été sur le devant de la scène avec ce parcours en Coupe de France. Et ben forcément, c'est des retours, les aléas, le revers de la médaille, on va dire, quand on revient sur notre championnat régulier. Et si l'an prochain, on est dans un parcours de Coupe de France également. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, on félicite encore l'ensemble du club, les bénévoles, le staff, les joueurs, les dirigeants pour le travail qui a été accompli. Et on vous souhaite de continuer à occuper la première place du championnat. C'était Philippe Dubreuil, le président du club du FC Occitane, qui a été l'un des petits poussés de la région Nouvelle-Aquitaine pendant cette édition de la Coupe de France. Bravo et merci beaucoup, Philippe, d'avoir répondu aux questions d'LFNA TV. Je vous remercie, merci, au revoir. C'était Philippe Dubreuil, le président du club du FC Occitane. Le FC Occitane qui a été relayé lors des 7e et 8e tours par l'Entente Beau et Bonne Rencontre, le club du district du Lot-et-Garonne, juste à côté d'Agen, qui a été exceptionnel également dans cette édition de Coupe de France. Le résumé
de l'exploit de l'Entente Boët-Bonencontre sur le terrain du FC L'Escar. C'est tout de suite dans ce best-of d'LFNA TV. Début de ce 7e tour de Coupe de France entre le FC L'Escar et Boët-Bonencontre. Il faudra patienter jusqu'à la demi-heure de jeu pour voir une occasion de but. Roumet Lilian décide de réaliser un véritable raid solitaire en effaçant tout adversaire avant de décocher une frappe qui passera au-dessus des filets des visiteurs. Les L'Escariens insistent encore et toujours avec une nouvelle opportunité avec un centre, mais la défense adverse veille au grain. Fin de cette première période sur le score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, les débats vont s'animer un petit peu plus. Comme lors du premier acte, le FC L'Escar va vouloir inscrire ce précieux but, mais une fois encore, l'efficacité ne sera malheureusement pas au rendez-vous. Quelques instants plus tard, les joueurs de Egon Hendrik vont s'essayer sur une nouvelle action de Solis, mais une fois de plus, le ballon ne trouve pas le cadre. Dans la minute qui suit, sur une belle combinaison, l'attaquant l'Escarien tergiverse avant de tenter de feinter le défenseur qui reste bien sur ses appuis. Dans la foulée, Boët-Bonencontre profite d'un bon lancement de jeu et c'est Lucas Dopoko qui a la manœuvre et décoche un véritable missile qui ne laisse aucune chance au gardien de but pour l'ouverture du score à la 73e minute. L'Escar jette toutes ses forces dans la bataille et un corner rentrant vient inquiéter le gardien adverse. Et à quelques minutes du terme, Boët-Bonencontre profite d'une contre-attaque dans les dernières minutes. Le jeune Tom Martinez va montrer un remarquable sang-froid pour inscrire le but du break. Fin de la rencontre et c'est Boët-Bonencontre qui rejoint le 8e tour de la Coupe de France. C'est la grosse déception parce que déjà on sort d'une belle histoire de la coupe. Elle se prend fin aujourd'hui sur un match où je pense qu'on pouvait l'emporter parce qu'on a une balle de match, l'équipe la plus efficace à gagner concrètement. Après je pense qu'on a une meilleure maîtrise du jeu, mais c'est une belle équipe qui n'a pas volé non plus sa qualification. Bien évidemment qu'on est satisfait, on est même très heureux, très fiers pour tout un groupe, mais pour aussi tout un club, toute une ville. On est vraiment très satisfait parce que le but c'était quand même de se retrouver chez nous à Cancel parce qu'on venait d'avoir un tirage un petit peu à l'encontre de ce qu'on voulait, on souhaitait jouer chez nous, on a reculé l'échéance et enfin on va pouvoir revenir chez nous pour communier avec notre public. Donc oui, on est très satisfait et c'est une belle récompense pour tout ce groupe. Et après cet exploit face à l'Escar, l'Entente Boët-Bonencontre, petit poussé des 7e et 8e tours, est tombé face à un club du Sud-Est, le FC Aubagne, pour parler de ce parcours, revenir sur les exploits de l'Entente Boët-Bonencontre et prendre des nouvelles du club. On accueille l'entraîneur de l'Entente Boët-Bonencontre, c'est Alexis Jourdan, le coach qui est avec nous. Bonsoir coach. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver puisqu'on vous a déjà eu en 2022 pour l'émission LFNA TV. Tout d'abord, bonne année 2023. Alexis, meilleurs vœux à vous, bien évidemment, sur le plan personnel et puis au club de l'Entente Boët-Bonencontre. Merci beaucoup. Bonne année à vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant de revenir sur ce parcours en Coupe de France incroyable? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alexis, à votre équipe en 2023? Arriver à nos objectifs qui sont la montée en Régional 1, tout simplement. Même s'ils sont élevés, on a cet objectif-là et on compte bien l'atteindre. Et on vous le souhaite évidemment avec ce club de l'Entente Boët-Bonencontre que l'on a suivi régulièrement et qui a marqué les esprits en 2022 puisque vous étiez le petit poussé du 7e mais également du 8e tour. Vous avez écrit l'histoire du club. Maintenant que c'est un petit peu passé, maintenant que c'est à froid, Alexis, comme on dit, quel souvenir vous gardez en premier, là, celui qui vous vient en premier à l'esprit de ce parcours de Coupe de France? Le premier qui me vient à l'esprit dans ce parcours de Coupe de France, c'est le match contre l'Escar avec les spectateurs qui étaient venus nombreux et ce final avec ce but de notre jeune Tom Fernandez qui
qui valide une victoire difficile mais méritée et qui nous projette sur le 8e tour. On avait eu votre président, Philippe Cuny, qui avait été particulièrement fier du parcours. Maintenant que c'est un petit peu derrière vous, est-ce que vous aussi, ça restera, quoi qu'il arrive, une fierté à titre personnel en tant que coach de cette équipe? Oui, bien sûr, je suis extrêmement satisfait de ce qu'on a fait et c'est une grande fierté parce que c'est pas commun, quoi, hein, ça arrive pas tous les ans et je pense que c'est un groupe qui est surtout récompensé, un club sur de nombreuses années où on a été pas dans les meilleures conditions dans cette compétition-là, même si on la mettait en avant et que c'était une compétition très importante pour moi déjà et pour l'ensemble du groupe et on s'est toujours heurté à des équipes compliquées d'entrée et ça nous a pas permis d'enchaîner ce qu'on a pu faire cette année. Et là, je pense que cette première victoire contre Saint-Médard-en-Jalles, R1, nous a permis justement d'être dans la continuité et de débloquer un peu cette situation qui était récurrente tous les ans. Voilà, donc là, oui, effectivement, on est très fiers de ce parcours et très content aussi pour ce groupe-là qui est vraiment récompensé du travail au quotidien. Qu'est-ce que ça a fait d'être un petit peu plus exposé médiatiquement, d'avoir cet engouement incroyable et puis de devoir assumer la pression parce que vous aviez eh bien, toute votre ligue, tout votre district qui était à fond derrière vous en tant que petit poussé? Oui, il est certain que ça a été une période où on a été très sollicité, où c'est un exercice qu'on n'est pas habitué à vivre, hein, que ce soit avec vous, les médias ou avec la presse. Donc il a fallu s'adapter à tout ça rapidement et sur le tas. Et c'est vrai que ça s'est fait naturellement, mais ça a été une période avec beaucoup de on va dire, des sentiments forts et beaucoup de reconnaissance de la part de nombreuses personnes et surtout du district, des clubs voisins. Enfin voilà, ça a été vraiment une période extrêmement enrichissante pour nous. Est-ce que ça a amené, grâce à l'exposition médiatique et à tout ce parcours, est-ce que ça a amené des licenciés supplémentaires, coach? On a un club déjà qui a déjà pratiquement 500 licenciés dans l'agglo à Genève, c'est déjà très bien parce que on a aussi le club d'Agen qui est composé aussi de 500 licenciés. On est en groupement avec les jeunes et donc oui, ça, je pense, ça a amené une grosse émulsion. Il y a beaucoup de jeunes qui ont suivi notre parcours et ça a été porteur, effectivement. Après, je pense que la répercussion se fera surtout l'année prochaine à ce niveau-là. Mais oui, on est quand même sollicité sur le groupe senior, sur des arrivées de joueurs. Oui, il y a le club n'est plus vu de la même façon. Je pense que le fait d'évoluer déjà en R2 depuis 2 ans nous permet déjà d'être dans l'élite régionale, entre guillemets, puisqu'il nous manque un échelon pour être en R1. Mais dans le département, mis à part Marmande, voilà, on représente quand même cette élite-là et le fait d'avoir fait ce parcours-là, bien évidemment que les joueurs du département s'y intéressent et regardent de plus près. Et puis, chose importante, Alexis, il y a eu le Covid il n'y a pas si longtemps que ça avec l'absence de recettes. Il y a l'augmentation du prix de l'électricité, que ce soit pour le chauffage, l'augmentation aussi du prix de l'essence pour les déplacements. On suppose qu'au niveau de la trésorerie, ça a fait du bien aussi d'avoir un petit peu plus de recettes. Oui, je pense que les dirigeants du club, nos présidents, sont très satisfaits aussi de cette opération-là, hein, qui n'est pas négligeable, je pense, pour le club, qu'ils ont su bien gérer, j'en suis persuadé, et qui ont aussi beaucoup œuvré pour y arriver, parce que même s'il y a une subvention au niveau de la Fédé, il y a aussi eu des recettes au niveau buvette, etc. Et là, ça demandait beaucoup de bénévoles, beaucoup de travail en amont, et on peut que les féliciter là-dessus. On a un club qui vit bien à ce niveau-là, où on a pu répondre présent, parce que c'était un vrai challenge pour le club. À l'instant, Philippe Dubreuil, président du club du FC Occitane, qui a aussi été petit poussé de la région Nouvelle-Aquitaine, nous disait que ce parcours en Coupe de France
Contrairement à d'autres saisons ou à d'autres clubs, ça n'a pas brisé les pattes, ça a plutôt créé une dynamique positive. C'est un peu votre cas aussi par rapport au championnat? Oui, exactement. Mais alors là, j'ai toujours été clair là-dessus, moi, et même avec mon groupe, même avec mes dirigeants, qui sont toujours un petit peu sceptiques au début, qui n'ont pas vécu ces, on va dire, ces aventures-là, où j'ai eu la chance de l'avoir vécu, moi, comme joueur ou comme entraîneur dans d'autres clubs. Je reste persuadé que l'aventure en Coupe de France, ces parcours-là, ne peuvent que grandir le club, grandir le groupe et amener une dynamique vraiment très positive avec beaucoup de confiance et ça nous renforce, je pense. Voilà. Après, oui, il y a des aléas sur le plan du calendrier, puisqu'aujourd'hui, on a 3 matchs en retard sur l'ensemble des équipes de notre groupe, notamment sur nos adversaires directs. Mais c'est pas un problème. Voilà, ça se réglera dans le futur avec des matchs qui seront joués. Donc non, moi je suis pas du tout négatif au niveau de tout ça. Au contraire, je suis très positif et je pense que ça ne fait que renforcer et mettre en confiance un groupe qui s'est confronté avec des équipes au-dessus et qui se sont bien comportés. Donc automatiquement, ça nous met en confiance et ça élève la dynamique du groupe. Et comment ça va se passer là, Alexis? Il y a eu des vacances bien méritées pour tout le monde, évidemment. Vous parliez des matchs en retard à rattraper. Comment va se passer le début 2023? C'est quoi le programme pour votre équipe? On a un début d'année chargé. De toute façon, il était quand même, mais après, il y a la Coupe d'Aquitaine aussi qui rentre en jeu là pour nous. On rentre en lice dès le premier week-end de janvier. On va à Biarritz. Voilà, on a fait un tirage quand même. Bon, une équipe qu'on connaît parce qu'on les avait dans notre poule l'an dernier, une équipe de R2, une très belle équipe de jeunes joueurs, mais avec de grosses qualités. Et je pense que ça va déjà être un match qui va nous permettre de nous resituer d'entrée, nous repositionner pour pouvoir être compétitif dans le championnat. Et puis on a aussi à cœur de continuer ces matchs de coupe qui sont intéressants à jouer et qui nous permettent bien évidemment de mieux nous préparer pour la suite. Voilà, après, oui, on va enchaîner des matchs de championnat en retard, puisque le deuxième week-end, on ne sait pas encore contre qui on va jouer, on a 3 matchs en retard, je pense que ce sera Confluent, un derby, et après, on enchaîne sur nos matchs de championnat. Donc oui, on va avoir des matchs qui vont s'enchaîner, on aura 1, 2 ou 3 week-ends en moins que les autres pour récupérer, mais je pense pas que ça soit un problème. Voilà, il faut juste bien le gérer, bien se préparer. On va avoir une petite trêve, puisqu'on reprend le 7 janvier ou le 8, donc on laisse tranquille les joueurs la semaine prochaine, mais dès la semaine d'après, on va reprendre ça avec beaucoup de sérieux. Et en tout cas, on va se méfier de l'entente Boët-Bonencontre en Coupe de Nouvelle-Aquitaine parce que, on le sait, vous allez être dur à battre et on vous suivra également en championnat. On vous remercie au nom de toute la rédaction, Alexis. On remercie également votre président Philippe Cuny. On remercie tous les gens au club parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir de vous avoir et on est bien accueillis à l'entente Boët-Bonencontre. Donc merci et on vous souhaite le meilleur pour 2023. Mais c'est très gentil à vous. Nous aussi, on vous remercie de nous avoir suivis et ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous et de parler de notre club et bien évidemment, j'espère qu'on sera amené à se revoir dès l'année prochaine puisqu'on sera vraiment motivé pour revivre une aventure de Coupe de France. Juste pour info, vous allez être supporter d'Aubagne contre Chambéry en 32e? Oui, bien sûr que on va supporter l'équipe qui nous a éliminés, mais je vais regarder avec attention tous ces matchs de Coupe de France qui sont très intéressants. Moi, j'adore ça et ça va être encore de belles rencontres à vivre et je l'espère qu'ils iront le plus loin possible pour eux. Surtout que je connais beaucoup de joueurs, enfin beaucoup de personnes dans ce club-là avec qui j'avais échangé au niveau des Comores, donc ça faisait plaisir de les revoir aussi. Voilà. Merci beaucoup, coach Alexis Jourdan, on le rappelle, entraîneur de l'entente Boët-Bonencontre. Merci beaucoup, coach. Merci à vous. Et on félicite évidemment Alexis Jourdan, le coach de l'entente Boët-Bonencontre. On félicite encore une fois le FC Ambès et le FC Occitane et on espère les revoir l'année prochaine sur les terrains de la Coupe de France pour de nouveaux exploits. La Coupe, c'est également la Coupe nationale de futsal, une des finales qui ont eu lieu en fin d'année, en décembre du côté de Niort, dans la salle de la Clameur.
Petit retour sur ces finales avec un best-of signé Florian Sabatier. Hugo Quentin, Ilias Lazare et Anas Ziani. Et les deux devant seront Ayoub Chan et Nabil Boulzamat. Pour l'équipe de Dax, dans les buts Hugo Moreira Pacheco, on retrouvera à l'arrière Guillaume Nougaro et Mehdi Seguiri, et devant donc Rudy Montblanc et Kylian de Souza. Et pour l'instant, les joueurs de Pauillac ont eu un peu quelques difficultés au début, et là on va voir la frappe et le but, l'ouverture du score de la part de Ilias Lazare qui permet aux siens de mener très rapidement avec cette ouverture du score, 1-0 par le numéro 4 Ilias Lazare, qui semble assez insaisissable quand il a le ballon. Attention à Moustapha Mache aussi, il peut être très dangereux, il peut être tellement dangereux qu'il va donner ce ballon à Martin Iriéberry pour doubler la mise en faveur de Pauillac. C'est allé très très vite, on le disait que le jeu penchait énormément à gauche, il s'est encore penché de nouveau à gauche cette fois-ci avec Moustapha Mache. Beaucoup plus vite peut-être, et des remontadas beaucoup plus importantes que dans le football à 11 sur pelouse. Ça va très très vite avec Ayoub Chan qui vient de mettre ce troisième but dans la foulée ou presque. Et vu qu'Ayoub Chan justement qui arrive à bien garder ce ballon, qui arrive à trouver parfaitement Ilias Lazare, ça joue très très vite, et voilà le doublé pour Ilias Lazare. C'est allé très très vite, on avait le sentiment d'un tiki-taka un peu digne du FC Barcelone dans ses plus grandes heures. C'est allé très très vite à une touche de balle, Christophe. Un joueur très actif dans cette équipe d'Aquoise. Peut-être celui qu'on voit le plus, ballon récupéré par la frappe de Souza. Le but et le but du 4-1 de Benjamin Payne, justement, on en parlait tout à l'heure. Superbe reprise voilà, il suffisait de demander Benjamin Payne, qui n'est pas à la peine sur ce coup. Qui n'est pas à la peine sur le coup. Ici, sur la Ligue d'Aquitaine, c'est pas beaucoup, donc il y a des rotations importantes pour les arbitres. Qui doivent, et la frappe, le penalty a été transformé par Seguiri, puisqu'on est à plus de 6 fautes. Voilà, exactement. Donc, il me semble tout simplement que c'est la fin de cette première période, mon cher Christophe. Oui. On a cru à un temps mort et on se retrouve juste après en deuxième période. Et on est de retour dans cette deuxième période de Pauillac contre Dax, tout simplement. 4-2 pour l'instant, mon cher Christophe. On va voir s'il y a la possibilité avec cette passe pour Seguiri, pour le capitaine qui est insatiable dans cette partie. L'avantage sur un petit terrain comme celui-là, Florian, c'est que quand vous tirez un corner à la rémoise, le cinquième de Ilias Lazare qui vient marquer son triplé. Oh, le triplé voilà, pour Lazare, ouais. Qui vient défendre. Ah, il y a des tacles glissés, mais là, c'est même plus que glissé. Attention, là, attention, il a déjà eu un carton jaune tout à l'heure, me semble-t-il. C'est ce joueur-là qui a pris le carton tout à l'heure. C'est peut-être Lazare. Non, le carton là, il est pour Ziani. Et non, carton rouge, rouge, il avait déjà reçu. Bien vu, Florian. Un premier jaune. Et finalement, voilà, c'est le carton rouge pour Anas Ziani. Attention, avec une tentative, une nouvelle faute. Là, on va sortir encore le gardien. En dehors de sa surface. Carton jaune et carton rouge, pardon, excusez-moi. Rouge direct. Et oui, il sort de sa surface, il fait cette obstruction, cette faute sur l'attaquant pauillaquais. Sans doute sans charger. La frappe et le missile incroyable de Ilias Lazare. Ce n'est pas le fruit du hasard, mon cher Christophe. C'est clair. Incroyable. 4 buts pour le numéro 4 de Pauillac, Ilias Lazare. Il aurait dû leur dire, Ludovic Darblat, il aurait dû prévenir ces garçons en leur disant gare à Saint-Lazare. Attention, le poteau. Tentative, et ben voilà le but. La réduction du score immédiate. De Rudy Montblanc. La fin de cette rencontre. La fin de ce match. Fin de ce match et victoire 6-4 de la part de Pauillac, tout simplement, avec un Ilias Lazare qui a été tout feu tout flamme avec un superbe quadruplé. On va commencer par Aulnay avec Geoffrey Dubois dans les cages, avec Lucas Pierruchon et Cédric Degrasse.
Frédéric Belay et Kevin Santa pour l'attaque offensive. Et du côté de Mont-de-Marsan, Christophe. Et du côté de Mont-de-Marsan, donc dans les buts, Christophe Magel, les défenseurs à droite, Juan Cabrerizo, à gauche, Brandon Moenza, et puis devant, Moreno Bascle, et à gauche, Sofiane Fage-Galtien, joueur un des plus expérimentés de cette équipe montoise. Qui est entraîneur et capitaine de cette équipe, et ça va très très vite hein, dès les premières secondes. Alors, il y a plutôt des allures du joueur qui ressemble un petit peu au joueur des Girondins. Albert Celis, oui, c'est ça. la Panthère. Et l'ouverture du score, elle est là. Le premier but de Lucas Perruchon, là, qui a fait une superbe frappe au premier poteau, frappe du gauche, qui a complètement trompé le gardien du Stade Montois, Christophe Magel. En tout cas. Attention, peut-être une tentative de Basque pour la tête, le poteau. Le poteau sur ce centre de Basque. La sur passe. un but de Raccro, un but de Renard des surfaces, comme on disait parfois des grands buteurs. Allez, à la Pipo Inzaghi, pourquoi pas, la frappe, et là, voilà, dans la foulée. Et le voilà, justement, ce but de regard des surfaces, un ballon repoussé, marqué sur une frappe comme ça, juste avant la mi-temps. La mi-temps qui est sifflée à l'instant par l'arbitre de ce match. On est sur cette deuxième mi-temps qui va s'élancer entre Aulnay et le Stade Montois. Voilà, ça vient tout juste de se relancer, de récupérer. Là, il y a une phase de contre-attaque avec Basque. Basque la passe. Et pour Basque, et ben voilà le deuxième but, le but du 2-1 avec Moreno Basque qui vient conclure cette fois-ci. Superbe conclusion rapide sur cette contre-attaque. On est quand même placé très très près du dernier rang des spectateurs. Ceci explique cela donc. Oula, avec une frappe, il y a un but, l'égalisation. Et le but est signé de Grâce, me semble-t-il. Le corner joué par les Montois, la frappe est contrée, le but, le plat du pied droit. Incroyable, alors qu'on s'y attendait pas forcément. Et bien voilà, le troisième but, il est là pour le Stade Montois. Le gardien d'Aulnay, Geoffrey Dubois, il la voit pas arriver. Quand il la voit arriver, c'est trop tard. Allez, on est rentré dans les 10 dernières minutes. Et ben voilà, la réponse du tac au tac avec le numéro 7 de la part d'Aulnay. Attention, le ballon est intercepté par Belay, le retrait, le poteau et l'enchaînement. Voilà, ça y est, le but du 4-3 pour Frédéric Belay. Frédéric Belay, après un premier ballon renvoyé par le poteau, ils étaient deux contre le seul gardien abandonné à lui-même, on va dire. Il peut exulter. Et on tente de trouver des solutions, et notamment avec Sofiane Fage-Galtier, le capitaine. Attention, la frappe de De Grasse. Et la voilà. Et ben voilà, Cédric De Grasse qui vient marquer le 5e but, qui vient de catapulter ce ballon et va exulter face à son public. Et oh là là, il peut clairement exulter. Tout le monde exulte du côté d'Aulnay. De garder ce ballon. On va essayer de mettre ça dans la boîte. Et ben voilà, le 5 buts à 4. Tout est possible. Tout est réalisable. Allez, il reste 19 secondes. Allez, pourquoi pas. Ça va être trop tard. Attention, Basque Canon qui file directement en touche. Ah là 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 là. Il donne un coup de pied dans la chaise, qui sait très bien que maintenant, ça va être terminé. Et voilà, c'est la fin du match et le banc d'Aulnay peut exulter. Victoire 5 buts à 4 dans ce match de fou. Allez, regardez, ils vont saluer leurs supporters. Regardez, et ils ont raison d'exulter comme ça. On dirait qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Et Pessac. Alors, on va commencer par les compos de départ avec notamment les Niortais en bleu à la gauche de votre écran. Les Pessacais en blanc. Compo de Niort avec Julien Deline dans les cages, avec Guillaume Lepers, William Vallée, le capitaine, avec David Geneviève, le numéro 9, et Jason Mendes pour compléter l'attaque. Et du côté de l'équipe de Pessac, grandissime favori de ce match, dans les buts, Milan Ferreira Silva, les défenseurs Thomas Inizan, qui a d'ailleurs une histoire, on en parlera avec nous Florian, puisqu'il est également joueur de football classique, on va dire, Ousseni Nassim, et puis devant, le capitaine Yavuz Ulker et El Karim Abdou Saïd. Voilà pour les Pessacais. Sans difficulté du gardien de Pessac. C'était une tentative de Jason Mendes pour attention la frappe. Et voilà l'ouverture du score. Qui c'est qui marque? Forcément, c'est le capitaine Ulker d'une superbe frappe croisée. Et bien ça fait 1-0 au bout de 11 minutes et 2 secondes de jeu. Ulker. Et la frappe externe magnifique de la part de Zian, me semble-t-il. Ah oui, en 2 minutes là, Zian, oui, pleine lucarne, pleine lunette. Inizan va tenter un jeu en triangle.
Ça n'a pas marché. Inizan qui récupère le ballon. Et ben voilà. Et ben voilà pour le 3e but à 0 avec là un superbe extérieur du pied de la part du joueur de Pessac, Thomas Inizan. Aussi également, on vous en a parlé, il est également joueur de Régional 1 du côté de Saint-Médard-en-Jalles de la fin de la première période. Oui, parce que je pense qu'à part l'honneur à sauver, il n'y aura pas grand-chose pour les Niortais. Là, ça il n'y aura pas grand-chose à sauver. Ça commence à sentir le brûlé. Abdoul Saïd qui vient ajouter un 4e but en faveur du Pessac FC. C'est coup de sifflet de cette première mi-temps avec pour l'instant le Pessac FC qui mène 4-0. Et voilà, on est de retour pour cette deuxième mi-temps de Niort Pessac FC. On vous rappelle qu'il y a eu 4 buts qui ont été inscrits en première mi-temps, mon cher Christophe. Avec un quadruplé de Lazare, Iriberi et Chan pour Pauillac. Un doublé de Seguiri. 5-0. Je me permets de vous couper avec le but de Rochdi sur une passe décisive de Zian. Un petit peu risqué là, ce qu'il a tenté, la talonnade. Il a pensé prendre en défaut Inizan, mais. Abdou Saïd, et ça fera un nouveau but. Et le 6e. Erreur du défenseur niortais, ça se termine par. Nadjizian qui vient marquer un nouveau but. Sur Inizan. La frappe de Nassim pour le 7e but. Le numéro 11 qui aggrave un peu plus la marque. 7 buts à 0. Ça va être très long pour les Pessacais. La note risque d'être plus que salée. On est déjà à 7-0. Et la frappe et le but. Et ben voilà. Ah ben la on voilà. l'attendait. La voilà. On l'attendait et c'est. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. But de Geneviève Davy qui remercie ses supporters parce que là voilà justement on entend le public être heureux à jouer. Et après c'est fini. Dernière frappe, le poteau. Et c'est dommage. Oh là là. Ça aurait pu inscrire un nouveau but, mais non. Ce sera la dernière action, tout à l'image du match. Ils n'ont pas eu en plus beaucoup de réussite à les Niortais. Voilà. Et victoire. Plusieurs poteaux, ils ont fait. C'est vrai. Et victoire du Pessac FC. Victoire 7 buts à 1. Avec une victoire somme toute logique. Donc voilà, c'était ce dernier match qui était présent pour ce match de futsal. Et à l'occasion de ces finales de Coupe nationale de futsal du côté de Niort à La Clameur, notre journaliste de la rédaction de NATV, Jean-François Pibre, a rencontré la secrétaire générale de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. On retrouve l'interview tout de suite de Marie-Ange Hérault-Guillory qui nous fait notamment le bilan de l'année 2022 et qui nous parle des objectifs en 2023. Jean-François, que ce bilan il est très positif à plusieurs égards. Il est satisfaisant, premier point sur le plan sportif, parce que la Ligue a retrouvé au 1er décembre 2022 pratiquement le même nombre de licenciés qu'avant la crise Covid. Au 1er décembre 2022, nous avions 179 000 licenciés. Au 1er décembre 2021, nous en avions 176 942, soit une petite progression. Tout d'abord, nous avons aussi une progression des licenciés féminines, et en particulier des plus petites, les U6, U7. Donc c'est plutôt satisfaisant. Un autre aspect dont nous pouvons être fiers, c'est la politique que nous menons en faveur de l'arbitrage et dont nous récoltons les fruits aujourd'hui, à tel point que nous sommes enviés sur le plan national. Bien évidemment, nous avons conscience que tout n'est pas parfait, que nous avons encore beaucoup de travail à faire, et en particulier pour les équipes de niveau intermédiaire, la N3, la N2, les jeunes, pour lesquelles nous avons encore beaucoup à travailler pour qu'elles soient plus performantes dans les années à venir. Et il faut, de ce point de vue-là, mettre l'accent sur l'élitisme. Nous avons beaucoup de travail à faire sur l'élitisme. Vous avez aussi de bons résultats, Marion, sur l'aspect financier. Ah oui. Alors, deuxième point, c'est le plan financier. La Ligue se porte très bien. Et le compte de résultats qui a été présenté au club lors de l'Assemblée générale financière dématérialisée de ce début du mois de septembre démontre parfaitement que nous faisons du bon travail
Et ce compte de résultat révèle un excédent de 350 000 €. D'ailleurs, au passage, il faut souligner que les clubs de la Nouvelle-Aquitaine nous font confiance puisqu'ils ont validé l'approbation de l'affectation des résultats 2021-2022 à plus de 91% et que le budget prévisionnel 2022-2023 a été validé à plus de 80%. Donc je vous laisse faire tirer la conclusion qui s'impose. Alors, troisième élément, Marion, il y a également ce qu'on appelle le fonctionnement. Oui. Là aussi, oui. C'est plutôt pas mal. Oui, oui. Sur le plan du fonctionnement, tout est désormais en place et nos deux sites qui sont situés à Hayan, près de Bordeaux, et à Puy-Moyen, nos deux sites fonctionnent tout à fait correctement, de façon optimale. Pour tout ce qui est les formations professionnelles et puis tout ce qui est de l'organisation administrative. D'ailleurs, je pense qu'il est extrêmement important de souligner le travail des élus et puis aussi et surtout le travail de nos salariés à qui l'on doit beaucoup. À titre personnel, vous êtes de plus en plus présente aux côtés du président Njimi. Quelles sont les missions qui vous plaisent le plus à ses côtés? Alors, c'est vrai que si j'ai accepté le poste de secrétaire général que m'a confié le président M. Njimi il y a bientôt 2 ans, c'est parce que j'étais déjà très investie au sein de la Ligue. Alors, le rôle me plaît énormément, il est passionnant, les missions sont extrêmement enrichissantes, mais je dois vous avouer qu'elles sont aussi énormément chronophages. Alors, pour moi, ce qui est satisfaisant, c'est d'être au service des clubs de la Nouvelle-Aquitaine, de notre territoire. C'est pour moi une vraie récompense de savoir que je peux servir tous les clubs qui ont besoin. Alors justement, vous tendez la perche. Que retenez-vous pour le moment de votre mandat, tout simplement? D'un point de vue positif, je retiendrai que la Ligue, elle a su s'adapter à toutes les difficultés, et en particulier à la période Covid. Elle est restée au chevet de tous les clubs et je fais référence bien entendu aux millions d'euros que nous leur avons versés. Deuxième point, que les licences n'ont subi que le faible taux de l'inflation. Troisième point, que les services civiques ont considérablement augmenté depuis le début de cette saison. Je pourrais vous citer de nombreux exemples encore, mais je ne pourrai pas tout développer ce soir. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais nous corrigeons de notre mieux et au plus vite tout ce qui a besoin de l'être. J'aimerais ajouter que la critique, elle n'a d'intérêt que si elle est constructive. Alors, notre ambition, c'est avant tout de répondre aux exigences fédérales. Et nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. Je ne pourrais pas citer toutes les actions que nous devons mettre en place. Le temps est compté. Je ne pourrais pas tout développer, mais néanmoins, pour ne retenir que l'essentiel du moment, je vous dirais que pour répondre aux exigences fédérales, nous avons créé 3 nouvelles commissions. La commission mixité et bénévolat, de façon à promouvoir la place des femmes dans les instances et en particulier dans le football. La commission des affaires sociales, c'est une nouvelle commission qui a pour vocation de venir en aide aux sinistrés. Alors, quels sinistrés? Ce sont les sinistrés qui ont subi la grêle cet été, au mois de juin, début juin. Les sinistrés, les clubs qui ont subi des dommages collatéraux liés aux incendies de forêt. Et puis aussi, quelques dossiers qui concernent des arbitres qui ont subi des sinistres aux véhicules lors de leur déplacement pour arbitrer les matchs. Alors, il y a une... Oui, je n'ai pas terminé. J'allais rajouter la 3e commission, c'est la RSO.
la commission responsabilité sociétale des organisations, qui s'appuie sur 5 piliers et dont les 3 principaux auxquels je suis très attachée, c'est les actions en faveur de la protection de l'environnement, les actions de la protection de l'environnement, la protection de nos licenciés et en particulier les mineurs. Nous avons besoin d'être très attentifs à nos enfants. Et puis la lutte contre toutes les formes de discrimination. Je pourrais développer les discriminations, il y a encore beaucoup à dire. C'était Marie-Ange Hérault-Guillory, la secrétaire générale de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, au micro de Jean-François Pibre. LFNA TV, c'est désormais terminé. Comme d'habitude, le réflexe, si vous avez manqué une partie de l'émission, vous allez sur le replay sur les pages YouTube ou Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. LFNA TV qui revient la semaine prochaine, bien évidemment, pour une émission classique. On évoquera tous les résultats, les classements et on aura des invités comme d'habitude. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission, à l'édition Victor Pérez-Boucheron, Jean-François Pibre ou encore Florian Sabatier. Je vous souhaite une très bonne année 2023 à tous. Je vous souhaite également une bonne soirée et une bonne semaine. À lundi prochain. Et n'oubliez pas, le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, même en 2023, ça reste un jeu.